Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Alors aujourd'hui, maintenant qu'on a parlé maladie, on va logiquement parler deuil. Et du coup, je t'ai sélectionné soigneusement 10 traditions insolites qu'on faisait dans ma région dans les années 1800 quand quelqu'un mangeait les pissenlits par la racine. Numéro 10, la longueur des messes. Alors il faut savoir que la messe de l'année qui est particulièrement longue ici, c'est la messe de la Toussaint. Pourquoi? Parce que quand vient le moment des recommandations où on va prononcer chaque nom de paroissien qui est décédé, la tradition veut qu'on fasse une minute de silence pendant laquelle on va sonner 3 coups de cloche. Alors je te laisse deviner que selon le nombre de paroissiens qui sont morts, ça fait vraiment une messe à rallonge. Et il faut imaginer aussi que, surtout dans l'Artois, donc dans le bassin minier du pays d'Artois, on a la tradition de sortir de l'église, faire 3 fois le tour. En général, il y a le cimetière qui est autour. Et ce qui se passe, c'est qu'on a des cierges, on va les poser sur les tombes. En pratique, ce qui se passe, c'est que comme il pleut, le cierge s'éteint. Numéro 9, le nombre de coups de glas. Alors, qu'est-ce qu'un coup de glas? En fait, c'est un son de cloche qui vient de l'église et qui est vraiment très caractéristique. C'est celui qui va annoncer la mort, donc c'est un son qui est assez malaisant, assez lourd, assez long. Et ce qu'on va faire par tradition, c'est que au 19e siècle, quand c'était un homme qui décédait, on va sonner 3 coups de glas contre 4 s'il s'agissait d'une femme. En Picardie, ils vont carrément ajouter un crieur de mort, donc c'est un mec qui va aller dans la rue pour annoncer les décès. Numéro 8, la chapelle du Calvaire. Alors c'est une chapelle qui est très connue parce qu'elle est à Boulogne, sur les falaises, face à la mer, et il faut s'imaginer les veuves, les mères de marins qui ont disparu en mer, se recueillir et porter un cierge. Numéro 7, les billets de mort. Alors ça, il faut s'imaginer bien avant la naissance des faire-part, quand l'on imprimait une affiche qui faisait 80 cm sur 60, on la placardait dans tous les cafés pour annoncer le décès de monsieur ou madame Attel. C'est des affiches qui sont nettement reconnaissables parce que c'est un peu comme un drapeau pirate, elles ont un crâne avec 2 tibias qui sont entrecroisés. Ce qui va se passer, c'est que forcément l'impression va revenir très chère, donc c'est à partir de 1830 que l'on va se décider d'envoyer par courrier des faire-part qui seront tous bordés de noir. Et il va falloir attendre 1870 pour que ça ressemble à la forme qu'on leur connaît actuellement, avec vraiment l'ensemble des membres de la famille qui sont cités. Mais il faut dire qu'à l'époque, donc en 1870, les familles sont tellement immenses que ça peut déborder sur 4 pages facilement. Un autre facteur important, c'est que à l'époque, dans le Nord-Pas-de-Calais, on distingue la personne selon la taille de son portefeuille. C'est-à-dire que si tu étais pauvre, tu étais un petit mort, et si tu étais riche, tu étais un gros mort. Donc, par exemple, à l'époque, on n'aurait pas dit mange tes morts, on aurait dit mange ton petit mort ou mange ton gros mort. Quand tu es un gros mort, on va aussi rajouter sur ton faire-part de décès tout le nom de tous les domestiques, plus le nom des boulangers chez qui les pauvres peuvent se rendre pour venir chercher du pain qui sera offert par la famille. Il faut s'imaginer que, en plus, pour être sûr que tu aies du monde à tes obsèques, on va engager une femme qui sera reconnaissable à un manteau qui est très très large et qui va arpenter les rues, aller de foyer en foyer pour inviter les gens aux obsèques. Alors en général, ce qui se passe, c'est que comme on est une région qui naturellement était très catholique, les obsèques ont toujours été assez remplies. On a franchement des souvenirs des obsèques de certaines personnes, mais qui sont monumentales. Numéro 6, les animaux en deuil. Il faut que tu t'imagines que à l'époque, quand quelqu'un part, le temps s'arrête. Quand tu vas dans sa maison mortuaire, tu as les volets qui sont fermés, tu as les horloges qui sont arrêtées, tu as des draps noirs qui sont disposés partout sur le mobilier, sur la décoration. Donc tu as des draps noirs sur les miroirs, tu en as sur la cage des oiseaux, sur les ruches, parce qu'on va associer tous les animaux au chagrin général.
Et si tu te baladais à l'époque dans le canton de Solesmes, tu aurais vu des chats, des chiens à qui on mettait même un ruban noir. Numéro 5, le seau d'eau. Alors ça, c'est une tradition que je trouve magnifique. C'était une tradition qui avait lieu au niveau de la Flandre, au niveau de Cambrai. Et ce qu'on faisait concrètement, c'était quand l'on apportait un seau d'eau qui était très pur au chevet du défunt. Alors, c'était pas pour lui donner à boire, c'était parce que on considérait que quand l'âme du défunt allait s'élever, les forfaits qui avaient eu lieu pendant sa vie allaient retomber dans le seau. Concrètement, voilà, il n'y aurait plus vraiment d'échec, l'âme irait tranquillement au paradis, et après l'enterrement, on se contenterait de vider le fameux seau. Numéro 4, la paille partout. Alors il faut imaginer que la paille, dans notre région, avant, c'était toujours associé à des moments de tristesse. Quand tu avais un enfant qui agonisait de la maladie, par délicatesse, on mettait toujours de la paille plein le sol, sous les fenêtres, pour justement que les pas des patients soient beaucoup moins entendus. En fait, la paille, tu vas la louer chez le charcutier. Donc le charcutier va te louer X nombre de bottes de paille, et avec ça, tu vas te confectionner une géante croix en ajoutant du buis béni. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour estimer la classe, le service d'un défunt, tu vas dire, admettons, c'était un enterrement à 6 bottes, c'était un enterrement à 50 bottes. Et évidemment, plus la notoriété du défunt, la richesse du défunt était grande, plus le nombre de bottes de paille augmentait. Il faut savoir que le record qui a été battu, c'était pour l'abbé de Bergue, où la croix était tellement immense qu'elle montait jusqu'au premier étage. Numéro 3, les tenues traditionnelles. Alors il faut s'imaginer que quand c'était un enfant qui était décédé, tout le monde s'habillait en blanc. Pourquoi ? Parce que on considérait que l'âme était pure, elle avait pu rejoindre le paradis sans passer par le purgatoire. Dans le cas contraire, tout était noir, c'était le cercueil qui était recouvert d'un voile noir, c'était les bannières de l'église qui étaient noires, même les enfants de chœur étaient en noir. Et en fait, par exemple en Flandre, on avait un costume qui était spécial pour l'occasion, c'était un long manteau avec une queue, et puis un chapeau à large bord. Pareil, en Picardie, ils avaient leur propre costume pour les obsèques. Numéro 2, les distinctions de classe. Alors, on a parlé tout à l'heure des petits morts et des gros morts. On va aller un peu plus loin, on va creuser, et il faut imaginer qu'en France, à cette époque-là, tu as 9 classes de services différents pour des obsèques. Donc tu as en gros l'enterrement premium, et puis tu as les enterrements low cost. Et ce qui va se passer, c'est que dans les villes du Nord, en général on simplifie, on n'a que 5 classes pour les enterrements. En fonction de la classe à laquelle tu appartiens, ça va déterminer tous les facteurs de tes obsèques. Par exemple, si tu es un gros mort, tu as le droit à une messe qui commence à 11h, tu as le droit à 2 rangs de chanteurs, 3 prêtres, et on fait sonner pour toi le bourdon de l'église. À côté de ça, si tu es loin d'être un gros mort, tu n'auras le droit qu'à une messe l'après-midi, et encore ça sera pas une messe, ça sera une simple bénédiction. Ce sera au cimetière où on mettra simplement 2 tréteaux pour supporter ton cercueil, et puis tu n'auras pas le droit à de la musique ou à des chants parce que c'est pas compris dans le forfait. Alors ce qu'on va faire concrètement, c'est que dans les villages d'Artois, en Picardie, on va créer des charités qui permettent de rendre l'enterrement déjà un peu moins triste, en subvenant un peu plus à tes besoins. Et il faut s'imaginer que dans ces villages, en général, la distinction de classe est moins visible parce que, en général, le corbillard n'existe même pas encore, il faudra attendre les années 1860. Et ce qu'on fait en pratique, c'est que on met tout le monde dans des chariots, dans des brouettes pour amener au cimetière, quoi. Enfin, numéro 1, le souper collectif. Alors, il faut s'imaginer qu'un enterrement, c'est toujours plus ou moins le même schéma. On commence au cimetière, on embraye sur le cabaret, et puis on finira par un souper à la maison mortuaire. Il faudra attendre 1889 pour que le premier crématorium soit créé sur l'île. Mais en attendant, ce qu'on fait, c'est que quand le cortège funéraire passe, à chaque fois qu'on aura un carrefour, tout le monde va s'arrêter, se mettre à genoux,
prendre une petite croix, la déposer au sol, et puis hop, on est reparti. Alors je peux imaginer que s'il y a beaucoup d'intersections, t'es pas là d'arriver au cimetière, parce qu'à chaque fois on fait le protocole. Concernant le dîner funéraire, si tu vas à Lille, en Flandre, tu auras que le curé, l'instituteur, voire les personnes qui sont venues de loin, qui peuvent dîner avec la famille. Si tu t'éloignes un petit peu et que tu pars en Flandre-Maritime, au niveau de Boulogne, Calais, là on est un peu plus permissif, tout le monde a le droit de rester dîner avec la famille. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que tu as appris des choses. Et puis n'hésite pas à me laisser en commentaire laquelle de ces traditions t'a le plus marqué. Quant à moi, je te retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo concernant le passé de notre Nord-Pas-de-Calais. Et je te dis à plus tard, ciao.